je voudrais clarifier la philosophie des alliances. L'analogie que l'on retrouve régulièrement lorsqu'on parle d'alliance entre entreprises, c'est l'analogie du mariage. Je trouve qu'elle est totalement trompeuse parce que les entreprises ne s'allient pas pour le meilleur et pour le pire. Elles ne s'allient que pour le meilleur. Et lorsque le pire advient, elles se séparent. Donc si vous tenez absolument à faire une comparaison sentimentale, l'analogie pertinente, à mon sens, c'est plutôt les amours de vacances. Deux personnes se rencontrent, l'été, il fait beau, c'est la plage, mais les deux savent que le 31 août, ce sera fini. Il y a une espèce de froideur dans ce type de relation que l'on retrouve dans l'alliance et qui est, me semble-t-il, assez édifiante parce que c'est comme ça qu'il faut regarder un contrat d'alliance. On est ensemble que parce que 1 plus 1 font plus de 2. Et le jour où 1 plus 1 font 2, on n'a plus rien à voir ensemble. De même, on est ensemble parce que la conjoncture s'y prête aujourd'hui, demain elle s'y prêtera peut-être moins, et à ce moment-là, on se séparera tout simplement. Pas de problème, c'est froid. Donc, une bonne alliance, c'est une alliance qui ne perd jamais de vue les conditions de sa fin. La sortie d'une alliance est au cœur des motivations qui conduisent deux entreprises à s'allier. Et quand on est la personne qui rédige cet accord-là, il ne faut jamais perdre cela de vue. Alors, les formes juridiques possibles, je vous l'ai dit, il y en a deux, donc c'est très facile à voir. On a l'option de la filiale commune, qu'on appelle en anglais la corporate joint venture, donc deux entreprises qui créent une filiale commune. L'alliance donne naissance à une personne morale supplémentaire, si vous voulez. Et la deuxième variante, c'est des entreprises, plus de deux d'ailleurs, très souvent, qui s'allient, mais dans le cadre d'un contrat. Donc il n'y aura pas de personne morale qui les unira, mais un contrat tout simplement, qui prévoira qui fait quoi, comment. Dans la pratique, il y a très peu de cas où l'on hésite, parce que les objectifs de l'une et l'autre sont assez différents. L'objectif d'une filiale commune, c'est un projet qui a vocation à durer. C'est nous allons ensemble fabriquer un logiciel, et ce logiciel aura des versions successives, logiciel que nous allons commercialiser ensemble ou pas, chaque entreprise au travers de son propre réseau de distribution, et ainsi de suite. Donc il y a un projet très souvent autour d'un service, d'un produit à développer conjointement. Et le but d'une forme sociale, le but d'une société, c'est de faire simple. Pas besoin de lister toutes les questions et de donner par anticipation la réponse. On dit juste comment on répondra. Et une société, ce n'est jamais que ça. Il y a des critères de décision dans une société, tel type de décision, tel pourcentage de vote, et ainsi de suite. Donc, finalement, la société, c'est la forme la plus simple du contrat à long terme, et c'est la finalité d'une filiale commune. Le consortium, c'est plus quelque chose que l'on met en place à propos d'un projet ponctuel. Ça peut être, par exemple, le métro d'Istanbul. Eh bien, pour construire le métro d'Istanbul, il va falloir un certain nombre de compétences. Aucune entreprise n'est capable de construire un métro. Certaines savent construire un train, d'autres savent faire des tunnels, d'autres savent électrifier. Donc, pour répondre à la demande de la municipalité d'Istanbul qui, elle, veut un métro, il va falloir répondre ensemble. Là, on a la configuration typique d'un consortium, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'entreprises vont dire, eh bien voilà, le métro, nous allons vous le faire, dans telle et telle condition, et chacune entre elles a été amenée à dire, moi je ferai ça à tel moment, dans telle condition, je serai payé comme ci, et je supporterai la responsabilité qui m'est propre, mais aussi une responsabilité conjointe comme ceci, comme cela. Donc, il y a une forme de solidarité qui est très souvent imposée par le client, mais aussi des clauses que l'on appelle back-to-back, c'est-à-dire que dans le contrat d'alliance, on laisse certaines clauses en blanc parce que, par exemple, la force majeure, c'est quelque chose qui va être défini avec le client dans le contrat principal, et il n'y a pas lieu d'avoir notre propre force majeure. Dans la pratique, ce que l'on va avoir, c'est un contrat principal qui dit la force majeure sera comme ci, comme ça, et un contrat de consortium qui dira, en ce qui nous concerne, la force majeure sera celle du contrat principal. C'est ce qu'on appelle back-to-back, donc une clause miroir. Les objectifs sont différents, mais les accords eux-mêmes, évidemment, le sont également. Une filiale commune, les objectifs
de l'accord, c'est évidemment d'abord de choisir la structure, de prévoir que les maires, donc les deux entreprises parentes de la filiale commune, ne concurrenceront jamais la FI, parce qu'il y a ce risque-là, de prévoir les règles de gouvernance, comment cette filiale commune sera conduite, et puis de prévoir ce qui se passe quand il y a un conflit à l'intérieur de la filiale commune, par exemple, ce qu'on appelle le conflict screening. Lorsqu'il y a un conflit à l'intérieur de la filiale commune, parce qu'évidemment, il y aura des représentants de deux entreprises différentes, avec leur culture, avec leur logique, avec leurs intérêts propres, donc beaucoup de sources de tensions potentielles, il faut prévoir dans une alliance comment on règle ces conflits. Typiquement, ce sont des conflits que l'on remonte au niveau des sociétés mères. Et enfin, last but not least, la sortie. Comment on arrête? N'oubliez pas, cette clause-là est très importante et nous y reviendrons. Le consortium, pour sa part, les règles sont d'un autre type. C'est comment on va se répartir les tâches, selon quel calendrier. Quand on recevra un chèque, est-ce qu'on va le répartir au prorata ou bien est-ce que seulement ceux qui ont déjà accompli leurs tâches seront payés? Ces questions-là. Que se passe-t-il en cas de risque? Qui supporte les risques collectifs? Est-ce que c'est au prorata ou pas? Est-ce qu'il y a ou non une dose de solidarité qu'on accepte de transposer ou pas? Toutes ces questions-là sont des questions importantes. Et là, n'oubliez pas, il n'y a pas d'entreprise morale, donc pas de mandataire social, pas de représentant naturel du collectif. Donc il va falloir mandater un chef de file. Et ce mandat-là, c'est un mandat en tant que tel, qui est précisé, encore une fois, dans le contrat de consortium. C'est-à-dire qu'on va dire telle entreprise est celle qui va, au nom du collectif, négocier les assurances, négocier telle ou telle donnée administrative. On ne va pas aller toutes les semaines à la mairie d'Istanbul pour discuter avec nos co-contractants, mais l'un d'entre nous ira discuter des questions administratives, des questions logistiques, fera des rapports. En revanche, certains points ne relèvent pas du mandat. Par exemple, j'interdis à mon chef de file d'aller négocier de nouvelles conditions financières sans mon accord préalable, parce qu'évidemment, ces nouvelles conditions financières, il y a un risque que notre chef de file les négocie plutôt à son avantage, donc un conflit d'intérêts potentiel. C'est la raison pour laquelle l'accord de consortium a sa logique propre et l'accord de filiale commune, sa logique propre également. Dernier point, très important et commun aux deux types d'accords que l'on soit dans une filiale commune ou dans un consortium, c'est la question de l'intuitu personae. L'intuitu personae, alors littéralement en fonction de la personne, c'est l'importance que l'on accorde à son co-contractant. Je ne suis dans cette alliance que parce que vous êtes vous. D'accord ? Donc ça, c'est un intuitu personae que l'on pourra appeler fort, par opposition à l'intuitu personae faible que l'on trouve par exemple dans une société cotée en bourse. J'achète des actions Microsoft, je me contrefiche de l'identité des autres associés de Microsoft, je suis là pour ma plus-value, eux aussi. Qui je suis, qui ils sont, n'intéresse personne en réalité. Là, on est dans un intuitu personae faible. L'intuitu personae, dans une alliance, est très fort. Parce que nous allons jouer ensemble et que la raison pour laquelle je vous ai choisi n'est pas une raison anodine et réciproquement. Donc, la question, c'est comment préserver cet intuitu personae fort lorsque l'on a en face de soi une personne morale. Sachant que c'est très souvent l'aspect déterminant d'une alliance, il faut trouver une façon de surmonter le fait qu'en face de soi, eh bien, on a juste une entité abstraite. Comment on fait cela? D'abord, il faut comprendre ce que ça signifie par rapport à une personne morale. Et pour cela, je vais utiliser une analogie bien connue en droit des sociétés qu'on appelle le couteau de Janot. Le couteau de Janot, l'histoire est la suivante. Janot a un couteau. Aujourd'hui, Janot change le manche. Est-ce que c'est toujours le couteau de Janot? La réponse est oui, c'est toujours le couteau de Janot. Et demain, Janot va changer la lame. Est-ce que c'est toujours le couteau de Janot? La réponse est oui. Oui, mais quand même pas tout à fait. Et là, on a un petit problème qui annonce la question de la personne morale. Je m'explique. Vous avez une société A dont les actionnaires sont 1, 2, 3, une société B dont les actionnaires sont 4, 5, 6. L'intuitu personae pour A, ce n'est pas B. L'intuitu personae pour A, c'est 4, 5, 6 qui sont derrière B. Donc il est évident que je ne m'allie avec vous que parce que vous êtes contrôlés par des gens qui me sont sympathiques.
Si demain, mon pire ennemi prend le contrôle de votre entreprise, ce partenariat ne m'intéressera plus. Donc, que l'on soit dans un consortium ou que l'on soit dans une filiale commune, en réalité, la question d'un tutu personnel se pose dans les mêmes termes. Parce que, dans un cas comme dans l'autre, qui vous êtes et qui est derrière vous est tout à fait central. C'est quoi un changement d'un tutu personnel? Eh bien, c'est 4, 5, 6 qui, du jour au lendemain, deviennent 7, 8, 9. On n'a plus du tout le même contrôle, mais juridiquement, B est toujours là. Et le contrat que l'on a signé, c'est toujours un contrat entre A et B. Donc on a un petit problème. C'est d'un côté, nous n'avons plus du tout les mêmes interlocuteurs, et d'un autre côté, juridiquement, nous avons toujours le même interlocuteur. Comment résoudre cela? C'est simple. Il y a dans les contrats d'alliance une clause qui prévoit ce qui se passe en cas de changement de contrôle. Et cette clause dit ceci: je m'allie avec vous au regard de l'état actuel du contrôle de votre entreprise. Si demain ce contrôle venait à changer, à ce moment-là, j'aurai la faculté de considérer que vous n'êtes plus la même personne. Donc contractuellement, nous donnons le droit de considérer que B n'est plus B, alors que juridiquement, B est toujours B. Je vous remercie.